Philippe, tu pourras me dire si tu le vois bien, le live Facebook. Là, c'est en train de le charger. Je vais te dire quand je vois apparaître. Allez, c'est bon. Oui, Team Excel est actuellement en direct. On laisse une 30 secondes, Nicolas, et puis voilà, on est en direct depuis une seconde. Et pour l'instant, on peut laisser. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier e-Grand Prix de Saint-Étienne-Loire. On va avoir de nombreux invités à nos côtés. Les coureurs sont en train de se mettre en place. On vous rappelle que le départ sur l'application Kinomap aura lieu à 16 h. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire pour l'épreuve. Et je vais laisser tout de suite la parole à Philippe Pradier, responsable de la communication à l'Excel, qui va nous parler de cette belle initiative qui est une grande première, Philippe. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, c'est la première course élite nationale en e-vélo. Donc, comme tout le monde le sait, notre Grand Prix de Saint-Étienne a été annulé vu les circonstances. On ne pouvait pas, on va dire, laisser, Saint-Étienne, le département de la Loire, on va dire, sans son Grand Prix de Saint-Étienne. On le devait aussi à tous nos signaleurs et nos partenaires. Donc, c'est pour ça qu'on a rebondi, on va dire, de deux façons. La première, en se proposant, on va dire, d'organiser la Coupe de France Élite Nationale 1 pour l'année prochaine. Et donc, aujourd'hui, ce e-Grand Prix de Saint-Étienne, donc, qui est une première. Et on va dire, retrouver le peloton amateur français au départ, plus, on va dire, quelques autres amateurs. Merci Philippe pour ces infos. Alors tout de suite, je vais essayer de faire un tour de table, oublier personne, présenter toutes les personnes qui vont nous accompagner durant ce e-Grand Prix. Vincent Terrier, donc pour l'Excel, avec tous les DS, on a Nicolas Boulard, on a également la présence de Cyril Dessel. On a Dominique Garde pour le pôle espoir, Gilles Mas, bien entendu, le président. Présence de Philippe Moiti, le président de Kinomap, à qui on va laisser la parole dans quelques instants pour nous parler de son application. Nous avons Jean-Pierre Toyeux, le consultant du progrès également, qui nous parlera d'un petit peu du vélo, qui a pas mal de questions aussi à nous poser. Philippe Pantanella, un des partenaires de l'Excel. Nous aurons également Christelle Rey, la présidente du comité Auvergne-Rhône-Alpes, Julien Tollet, l'entraîneur national de la fédération, qui nous donnera les toutes dernières informations. Il y avait un communiqué qui est tombé il y a une petite heure et nous en parlerons avec Julien dans quelques minutes. Et puis, on va suivre les coureurs de l'Excel, Sandy Dujardin, Maxime Jarnet, Luc Dury. On aura Thibaut Gagnère, Tom Salvatori, Léo Boileau et Jacques Le Breton qui seront à nos côtés tout au long de l'après-midi. Je vais me tourner vers Philippe Moiti, président de Kinomap, qui va nous présenter un petit peu son application. Philippe, je crois que vous avez déjà quasiment la première vague qui est complète pour 16 heures. Oui, j'étais en train de regarder, je pense qu'il y a 45 sur la première partie. En fait, on va faire des vagues de 50. Donc, le principe de Kinomap, c'est qu'on a des vidéos géolocalisées. Donc là, c'est le parcours exact du Grand Prix de Saint-Étienne. Donc, vidéo géolocalisée, c'est une vidéo avec une trace GPS qui a été enregistrée au même moment. Et donc, avec la trace GPS, on a le parcours, évidemment, mais également le dénivelé. Et pour les participants qui ont ce qu'on appelle un smart trainer, donc un home trainer communicant, l'application va directement piloter le changement de résistance en fonction de la pente du parcours, donc exactement comme si on était sur la route. Et puis, on va accélérer ou ralentir la vidéo en fonction de la vitesse de chaque coureur, de telle manière que chaque participant pourra voir là où il aurait dû être sur la route. Voilà. D'accord. On est une société française. On peut encore s'inscrire pour la deuxième vague qui partira dans une dizaine de minutes. Voilà, on remplit donc ces 50, la première vague, une deuxième vague de 50, et donc il n'y a pas de problème, ça peut continuer toute la soirée. Très bien, merci Philippe. On revient vers vous. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des informations sur l'appli et sur le nombre de participants. Le président de l'Excel, on va le saluer également, Gilles Mas. On retrouvera M. Bonnefoy, le vice-président du conseil départemental de la Loire, tout à l'heure aux côtés de Gilles. Gilles, il était inconcevable de ne pas avoir de Grand Prix de Saint-Étienne-Loire cette année, donc on s'est transformé en e-Grand Prix. Oui, bonjour à tous. Bien sûr, au sein de l'Excel, nous avons cette idée innovante un petit peu pour compenser l'annulation de notre Grand Prix réel, d'organiser cet événement virtuel. Hein. Donc, c'est une première, c'est un test. On fera le bilan ce soir, hein, mais déjà, avant de commencer, on peut dire déjà que c'est une très bonne initiative puisque ça permet de mettre en avant un petit peu le club, l'Excel, bien sûr.
mais aussi tous nos partenaires, hein, je pense à nos partenaires institutionnels, les collectivités, que ce soit la ville, la métropole, le département, mais aussi tous nos partenaires privés. Hein. Je salue là Philippe Fontanella qui est parmi nous aujourd'hui, hein, entre autres. Voilà, et puis Philippe Pradier l'a bien dit, hein, par rapport à tous nos bénévoles, nos signaleurs, tous nos fans, il est important d'organiser un événement. Hein. Donc voilà, donc on fera le bilan ce soir, mais je pense que déjà, avant de commencer, c'est déjà une réussite. Hein. Et pour finir, je voudrais déjà remercier toutes les personnes, tous les acteurs hein, qui ont contribué à la mise en place de cet événement virtuel. Hein. Je pense à Philippe Pradi, bien sûr, mais avec toute son équipe de communication, et aussi à notre staff DNA. Hein. Je pense à Nico, Maxime, Cyril, Vincent, tous les coureurs qui aussi ont contribué à la mise en place de cet événement. Hein. Voilà, merci à vous. Hein. Et puis voilà, donc j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. On va justement parler des partenaires. On a Philippe Fontanella qui est à nos côtés, donc on va retrouver Philippe. Philippe, bonjour. Vous, de votre côté, on va parler aussi de votre métier. Vous êtes dans le mobilier d'entreprise, l'immobilier d'entreprise. Expliquez-nous un petit peu votre métier. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de m'avoir invité sur cet événement un petit peu effectivement original compte tenu du confinement que l'on subit actuellement. Alors rapidement, voilà, nous on construit des bâtiments industriels à vocation industrielle, principalement des plateformes logistiques, un petit peu de partout en France. Et aujourd'hui, effectivement, le confinement et les mesures prises par l'État font mal à tout le monde. Voilà. Et vous êtes également cycliste, ce qui explique également votre partenariat avec l'Excel. Exactement. Ouais. J'ai commencé le vélo il y a fort longtemps avec Cyril Dessel, pour ne pas le nommer, puisque nos parents habitaient à moins de 500 mètres les uns des autres. Vous allez toujours avec Cyril faire du vélo? Vous avez le temps? Je suis loin derrière. Très bien. On reviendra vers vous tout à l'heure pour reparler de ce partenariat avec l'Excel, à moins que Cyril veuille nous en dire un mot également. Cyril Dessel, notre ancien professionnel, DS, 3 jours en jaune, 5 participations au Tour de France, 1 étape. Cyril, bonjour. Est-ce qu'il nous entend, Cyril? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec Philippe Fontanella, qui est partenaire aujourd'hui, on se connaît depuis de très nombreuses années, une petite trentaine d'années, puisqu'on a commencé à faire du vélo ensemble, c'était au club de Pélussin. Et on est depuis restés de très bons amis. Mais pour répondre à votre question, je ne fais plus beaucoup de vélo maintenant. Lui s'est remis à faire un petit peu de vélo, Philippe, mais moi, j'en fais plus beaucoup. Donc, je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a eu l'occasion de partager une partie de vélo, mais ça ne remonte pas hier en tout cas. Merci Cyril. Je me tourne vers Philippe Moitié. On est à quelques minutes du lancement, du départ. Est-ce que la première vague est complète? Alors, je ne pense pas, je n'ai pas encore tout à fait les chiffres. Il y a une quarantaine de participants sur la première vague. D'accord. Et dans la semaine, on a eu, je crois, plus de 90 personnes qui ont fait le circuit. Qui en ont profité pour s'entraîner, pour découvrir le parcours un peu à l'avance. D'accord, très bien. Le départ, normalement, est prévu dans 2-3 minutes. On va prendre le temps d'accueillir Julien Tollet, donc notre entraîneur national au sein de la Fédération française de cyclisme. On a Christelle Rey. Alors, j'aimerais que vous interveniez tous les deux. Bonjour Christelle, bonjour Julien. J'aimerais que vous interveniez tous les deux sur les dernières informations qui viennent de tomber il y a quelques minutes de cela au niveau fédéral. Julien, Christelle, bonjour. Oui, bonjour. Vas-y Christelle, je te laisse l'honneur de débuter. Des nouvelles du comité, Christelle? Le comité, il est comme vous, il ne pédale pas beaucoup, donc il s'adapte. Voilà, les salariés, les cadres techniques vont bien. Ils travaillent à temps partiel, mais ils travaillent pour assurer la continuité. Et Nicolas, pour reprendre le sujet que tu as évoqué, effectivement, cet après-midi, un communiqué de la Fédération française de cyclisme est tombé qui a officialisé le fait qu'il n'y aurait pas de compétition telles qu'on les connaît et telles qu'elles nous manquent jusqu'au 31 juillet inclus. Donc ça confirme les dispositions ministérielles de la semaine dernière. Mais surtout, ce communiqué, il évoque le fait que la fédération est en train
a travaillé, a réfléchi et est en train de proposer au gouvernement un plan pour la reprise d'activité des clubs et la reprise de certains formats de compétition. Donc, le mot d'ordre, c'est patience et on espère que notre fédération aboutira à quelque chose qui puisse être utile à nos clubs et à nos coureurs. Julien, confirmation, on emploie vraiment la prudence sur toutes les informations qu'on donne parce que c'est vrai qu'on s'est vu mercredi soir pour préparer cette journée et depuis, il y a eu encore de nouvelles informations. Donc, on avance avec prudence. Oui, et effectivement, depuis déjà quelques semaines, je crois que c'est le mot d'ordre en fait de savoir patienter parce que parfois on a des informations qui peuvent se contredire d'une journée à l'autre. Donc, je crois qu'il faut être patient et effectivement, comme le dit Christelle, la fédération travaille aujourd'hui déjà par rapport à une doctrine sanitaire pour savoir comment on va pouvoir pratiquer dans des conditions qui permettront de limiter la propagation du virus. Et puis, également, voir comment les activités clubs vont pouvoir reprendre. Alors, hors compétition, on l'a compris dans un premier temps. Et puis, on verra dans les mois qui viennent, notamment à partir du mois d'août, si de nouveau il peut y avoir une forme de compétition. Mais en tous les cas, il faut être encore très patient parce que maintenant, c'est entre les mains du ministère qui doit faire un retour à la fédération et leur dire si on est bien dans les clous pour pouvoir pratiquer. Oui, puis le point positif, c'est que la fédération a vraiment proposé des choses. On essaie vraiment de trouver des solutions. Oui, alors en l'occurrence, effectivement, dès le début du confinement, on a essayé d'avoir de la proximité avec les pratiquants et dès la première semaine, un site dédié a été ouvert qui a été nommé Roulez chez vous, donc avec une proposition qui a été faite par les cadres techniques de la fédération, de la direction technique nationale, de proposer du contenu d'entraînement, notamment sur les home trainers, puisque c'est la seule manière qu'on a de s'entraîner, mais également sur d'autres thématiques, sur de la nutrition, également sur de la préparation physique plus générale, et puis très récemment sur l'initiation à la préparation mentale. Donc voilà, on a essayé de rendre ce moment difficile finalement comme une opportunité de pouvoir travailler d'autres aspects, d'autres éléments. Merci Julien pour cette intervention. On reviendra vers toi tout à l'heure pour parler du mois de juin et du mois de juillet qui se préparent également. Je crois qu'il y a 60 participants dans le premier groupe qui est complet. Je vais me tourner vers les deux Philippe Moiti, Philippe Pradier. Présentez-nous un petit peu le parcours. Donc, on est en train de commencer l'ascension du col de la Gâchée. C'est le vrai parcours du Grand Prix de Saint-Étienne. Loire. Alors, effectivement, on est en train de suivre le vrai parcours du Grand Prix de Saint-Étienne. Donc, on a débuté à la stèle Kivilev, qui est le départ réel de notre Grand Prix, et nous sommes en train d'escalader le col de la Gâchée. Et c'est effectivement quelque chose qui nous était cher parce qu'on voulait vraiment, on va dire, mettre en avant notre territoire, Saint-Étienne, le département de la Loire. Et c'est tout l'avantage, on va dire, de cette application, d'être en immersion sur notre terrain de jeu. Philippe Moiti, ça se remplit pour une deuxième vague dans quelques minutes? Je pense que oui, je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé. On surveille un petit peu tous les serveurs, voir si tout fonctionne bien. Ça a l'air bien parti, donc je vous donne les infos là dans quelques minutes pour la deuxième vague. Très bien, et j'en profite. Alors, on voit le parcours du Grand Prix de Saint-Étienne. Sur votre application, on peut réellement faire du vélo un petit peu partout. Sur les 4 coins du globe, en fait. Oui, en fait, on a une plateforme de partage de vidéos, c'est de la contribution. Donc, on a à ce jour 220 000 km de parcours cumulés, donc un petit peu partout dans le monde. Je crois qu'on a au moins une vidéo dans 90 pays dans le monde. Donc, vous pouvez partager vos propres vidéos. La particularité, c'est qu'elle est géolocalisée pour récupérer, comme vous voyez sur l'écran, la vidéo, ça c'est normal. La carte, donc là, c'est le départ, on voit les avatars des différents participants. En fait, on pourrait zoomer un petit peu plus sur la carte. Et puis, vous avez le dénivelé. Donc là, c'est 3,5%. Alors, je pense que ça saccade un petit peu parce que c'est certainement la connexion Internet du coureur. Oui. Et puis, sur la gauche, alors là, c'est un petit peu tronqué sur l'écran, on a le classement. Donc, l'icône qu'on voit Excel, en fait, c'est la vidéo qui a été enregistrée. Elle a été enregistrée plutôt à une bonne vitesse, donc je pense que les coureurs vont déjà challenger pour suivre un peu comme si c'était un lièvre. Et puis, on voit les participants, leur vitesse, la distance. On va aller au Boileau qui est du coup en deuxième position. Voilà.
Philippe Pradier, je rebondis sur ce que disait Philippe Moiti. On est suivi cet après-midi de l'autre côté du globe, puisqu'on a un coureur chilien qui participe à ce Grand Prix de Saint-Étienne-Loire. Oui, effectivement, parce qu'on a une histoire avec le Chili. On a déjà accueilli, on va dire, des coureurs chiliens chez nous avec Cristobal Lavaria. On a toujours son cousin Victor qui est soigneur chez nous en même temps en KG2R. Et on est suivi en même temps, ce live est répliqué en même temps au Chili, donc sur un site de cyclisme chilien. Et on a un coureur chilien qui est en train de parcourir le circuit en même temps que nous, donc à l'autre bout de la Terre. Alors, j'en profite également pour noter qu'en ce moment, on va dire, Thibaut Gagnère est en train de faire le parcours et nous avons nos amis de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui sont en train de le filmer. C'est un sujet que vous pourrez retrouver ce soir donc au journal de France 3. Et on voit toujours nos coureurs. On a Tom Salvatori, Léo Boileau que l'on voit pédaler sur leur entraîneur, Luc Dury, Sandy Dujardin, Maxime Jarnet. Je vais me tourner vers notre consultant vélo. Jean-Pierre, consultant au progrès, qui a disparu. Voilà, Jean-Pierre qui est revenu à l'image. Jean-Pierre, bonjour. Si vous avez quelques questions déjà pour commencer. Vous connaissez bien ce Grand Prix de Saint-Étienne-Loire. Ça doit faire bizarre de le voir de cette façon aujourd'hui. Oui, ça fait effectivement bizarre. Surtout quand on est bien au chaud par rapport aux circonstances souvent qui accompagnent le Grand Prix de Saint-Étienne fin mars. Mais bon, il faut s'adapter. Situation exceptionnelle, circonstances exceptionnelles. Je suis complètement novice sur ce genre de virtuel, mais vraiment, la route, c'est le paysage réel, on s'y reconnaît sans problème. On voit les difficultés. Pour avoir discuté, attention, une voiture à contresens, pour avoir discuté avec un coureur avant la course, il m'a dit le ressenti est vraiment conforme à la réalité des choses. Donc, c'est une manière effectivement virtuelle de faire de la compétition. Il n'y a pas les facteurs que beaucoup connaissent, les aléas de la météo, comme le froid, le vent, surtout sur les parties hautes et les plateaux. Bon, là, ils sont chez eux, ils sont dans leur garage, ils sont dans leur sous-sol, donc abrités à une température constante. Mais malgré tout, l'effort est violent et correspond à un bon contre-la-montre de l'ordre de 50 minutes, ce qui est déjà une très belle performance sportive. On en parlera avec les DS justement de cette période où les home trainers ont beaucoup fonctionné. Je vais me tourner vers le président, vers Gilles et puis même toute l'équipe de l'Excel. Si l'on regarde un peu le palmarès de ce Grand Prix de Saint-Étienne, il n'y a que des grandes qui l'ont gagné. Beaucoup sont passés professionnels, notamment le dernier, Jérémy Cabot. On a eu Bruno Armirail. Si on regarde un petit peu plus en avant dans le palmarès, on a eu François Lamiraud, Yannick Martinez, Julien Bérard, Benoît Luminet. Gilles et puis toute l'équipe de l'Excel, vous faites partie de ces épreuves références dans le calendrier fédéral de la fédération. Qui veut répondre, messieurs? Je vois Maxime. Oui, Gilles. Oui, c'est une épreuve importante du calendrier français, une épreuve du début de saison. Le parcours est exigeant et souvent le climat n'est pas toujours favorable. On a eu des années avec la pluie, le froid. La neige. Vous avez déjà eu la neige sur le Grand Prix? Pas la neige, non, mais le froid. Le froid. Donc, en général, c'est toujours… cette course est très disputée. On a dans le même week-end qu'à Bellegarde et souvent, de ces dernières années, on a toujours un très, très bon plateau. Donc, c'est vraiment une belle classique française. Maxime ou Cyril, j'imagine que vous devez avoir un discours différent quand on est DS et qu'on prépare le Grand Prix de Saint-Étienne-Loire. C'est un week-end particulier, non? Oui, après le Grand Prix de Saint-Étienne, on a fait une petite convole cette semaine et on l'appelle notre championnat du monde. Et c'est vraiment toujours une saveur particulière. Et après, c'est toujours quelque chose qui permet aussi à l'équipe de bien se lancer. Et puis après, de mettre en valeur le travail qui est fait sur le terrain, mais après aussi le travail des dirigeants, des bénévoles. Donc, on tient vraiment à cœur de briller sur ce Grand Prix de Saint-Étienne. Et on va rebondir avant de changer de sujet. Gilles, le Grand Prix de Saint-Étienne-Loire qui a posé candidature pour un bel événement 2021. On pense déjà à 2021 du côté de l'Excel.
Oui, oui. Cette année, on a été obligé de l'annuler, hein. C'était compliqué de l'organiser en réel. Mais l'idée a germé au sein du club de postuler pour l'organisation d'une manche de Coupe de France l'an prochain, hein. Diana. Donc, ouais, National 1, on l'avait fait en 2010. Et là, donc 2021, on aimerait bien être retenu pour cette Coupe de France. Ce serait un plus pour le club, mais aussi pour le département, la ville, pour tout le monde, quoi. Très bien, merci Président pour toutes ces infos. Je vais revenir vers Christelle et Julien pour parler un petit peu des semaines qui viennent. Christelle, ça a été compliqué, j'imagine, avec les clubs d'avoir toutes ces annulations. Alors on essaie de positiver au maximum, mais on ne peut pas aussi occulter qu'il y a beaucoup de courses qui vont malheureusement passer à la trappe. Et j'imagine qu'il a fallu soutenir tous les clubs. Oui, alors les soutenir avec des éléments qu'on n'avait pas. C'était un petit peu la particularité. Les informations qui sont tombées cette semaine et puis aujourd'hui nous donnent une espèce de top départ avec lequel on va pouvoir recommencer à travailler avec certains clubs. Quand on nous avait dit pas de course jusqu'au 1er juin, il y avait une assez belle dynamique qui avait permis de repositionner un certain nombre de courses, notamment en juillet, août, septembre. Bon, là, il y a une grosse partie du travail à refaire. On a hâte également que tombent les informations de la fédération concernant les championnats de France, les différentes Coupes de France, les épreuves internationales, etc., qui sont toutes en train d'essayer de se repositionner, parce que c'est un peu notre base pour recaler le calendrier régional autour de ça, dans toutes les disciplines. Donc, il y a un travail conséquent qui est fait dans toutes les disciplines. Puis, je rappelle le cyclisme. Donc là, on est sur la route du Grand Prix de Saint-Étienne, on est sur la discipline route, mais c'est 9 disciplines, donc 9 calendriers à recaler, même si bien évidemment les épreuves sur route représentent le gros du volume des épreuves organisées à la FFC. Julien, pour compléter ce que disait Christelle à l'instant, au niveau de la Fédé aussi, j'imagine pas mal de monde à soutenir, des organisateurs qui ont dû se résoudre à annuler leur épreuve. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on vit au gré des annulations. Et alors, moi, par rapport à ma position d'entraîneur national de l'équipe de France Junior, on subit également voilà, ce calendrier qui se réduit comme peau de chagrin. On a appris encore, entre guillemets, une mauvaise nouvelle aujourd'hui où on apprend que le championnat d'Europe qui était prévu du coup dans le nord de l'Italie à Trento, est annulé et reporté en 2021. C'est une épreuve qui devait se dérouler au mois de septembre. Bon, voilà, c'est encore de nouveau une mauvaise nouvelle, mais on essaye de… La difficulté, c'est par rapport aux jeunes coureurs que moi j'accompagne, aux juniors, les 17-18 ans, de faire en sorte finalement qu'ils restent impliqués et motivés sur leur pratique. Donc voilà, on essaye quand même de leur donner des points de repère. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut encore un petit peu patienter pour voir un petit peu comment ça va la deuxième partie de saison peut s'aménager. Mais c'est évident que ça restera une année très, très particulière. On pense notamment à tous les jeunes coureurs qui espèrent se faire remarquer, être recrutés. Alors, on pense au club de National 1 comme l'Excel qui a besoin aussi de recruter dans ses rangs des bons coureurs juniors, mais tous les autres clubs de National en France et également les équipes professionnelles. Et tous ces coureurs-là vont manquer un petit peu de temps pour pouvoir se montrer. Donc, il faut se réinventer, en fait. Il faut essayer de trouver des nouveaux modèles et faire en sorte que chacun puisse se repositionner dans cette activité. Mais c'est tellement nouveau que je crois que voilà, il ne faut pas forcément trop se précipiter, se poser un petit peu et puis tenter de réfléchir en étant le plus clairvoyant possible. Mais c'est vrai que c'est une tâche assez compliquée. Merci Julien. Je me jette un coup d'œil sur les classements. Alors, nous avons un ancien Stéphanois qui est en première position, c'est Jaakko Hänninen, avec le pseudo Quake, je pense. Je me tourne vers Philippe. Oui, il a annoncé deuxième, mais le premier, je crois que c'est la trace GPS. Philippe Moiti va nous confirmer. Donc, je pense que le deuxième est le premier, si je ne dis pas de bêtises.
Alors Nicolas, si je peux me permettre, alors actuellement sur le classement, nous avons Jordan Labrosse premier, Thomas Salvatori qui se trouve à 27 mètres derrière, à 275 mètres pardon, derrière, et troisième, un ancien stéphanois, pour le coup effectivement Jaakko Hänninen, le finlandais, est actuellement coureur chez AG2R la mondiale. AG2R la mondiale et troisième d'un championnat du monde. D'ailleurs, on peut parler de, je vois Maxime qui avait accompagné Jaakko. Moi, je l'avais découvert sur un tour de la Tarentaise. Maxime, c'est un coureur qui a dû vous marquer du côté de l'Excel, Jaakko Hänninen. Oui, quand on a la chance de côtoyer des coureurs de sa valeur, autant sportif qu'humaine, c'est quelqu'un qui marque. Et puis encore aujourd'hui, on organise un événement au sein du club et Jaakko participe. Donc, c'est valorisant pour tout le travail qu'on fait sur le terrain et comme je le répète, pour les dirigeants et les bénévoles. Donc, c'est appréciable. Et je te coupe, Maxime. Je crois qu'il est confiné chez lui en Finlande, c'est ça? Oui, il est retourné en Finlande. Jaakko vit à Nice, mais là, il est retourné en Finlande. Si Cyril veut nous parler de Jaakko, coureur d'AG2R la mondiale, et puis après, on se tournera vers Dominique Garde également, qui nous parlera du pôle espoir de Saint-Étienne. Cyril, un mot sur Jaakko. Écoutez, oui, Jaakko, c'est un coureur qui est très prometteur, qui a terminé troisième d'un championnat du monde espoir, qui a gagné sur du Gévaudan devant les coureurs professionnels, devant Rein Tarmaï. Donc, c'est un coureur qui est très prometteur, qui a un registre vraiment grimpeur. Voilà, donc actuellement, c'est sûr qu'il est comme tout le monde, il est confiné, si ce n'est que lui, en Finlande, il peut rouler quand même sur la route. Les mesures de confinement sont un petit peu moins strictes. Et puis en plus, lui, c'est quelqu'un qui vit vraiment retiré à la campagne en Finlande. Donc voilà, dès que les mesures de confinement en France ont été mises en place mi-mars, il a pu rentrer chez lui et du coup, là, il s'entraîne en Finlande. Et voilà, il a très très peu de connexion Internet chez lui. Et du coup, hier, je l'ai eu par SMS. Je lui ai dit, bon, c'est quand même bien si tu peux participer au Grand Prix de Saint-Étienne qu'on organise. Et voilà, ça me fait plaisir de le voir sur l'écran. Donc voilà, mais c'est un garçon qui est très agréable. Et on espère qu'il va confirmer au plus haut niveau ce qu'il a laissé entrevoir durant son année à Saint-Étienne. Quelques questions, et là je vais me tourner vers tous ceux qui sont dans le sportif, Maxime, Vincent, Cyril, même Gilles pour AG2R la mondiale. Comment vous vivez cette période et comment vos coureurs la vivent? Parce que ça fait quasiment 2 mois que vous ne les avez pas vus. J'imagine que là aussi, il y a un rôle de conseil et puis que tout le monde garde le cap. Oui, vas-y Cyril. Oui, en fait, l'idée, c'est de continuer à avoir un suivi à distance, puisqu'on est chacun contraint de rester à la maison. C'est sûr que pour les coureurs, c'est très difficile de ne pas pouvoir sortir dehors pour s'entraîner. Donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, les home trainers tournent à plein régime actuellement. Bon, l'objectif, on ne rattrapera pas sur home trainer ce qu'ils doivent faire sur la route, mais l'objectif, c'est de maintenir une petite activité, de les maintenir un petit peu, d'avoir un petit entretien, on va dire, Donc, l'home trainer, ça rappelle quand même bien l'activité cycliste. Alors, c'est plus basé sur des séances assez intensives, où les coureurs montent assez vite en régime. On voit d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, sur les pros qu'ils font. Mais même quand ils ne font pas des fausses, c'est quand même bien basé sur les intensités. Après, il y a également un petit peu de musculation, de renforcement musculaire qu'ils font chez eux. Donc, nous, par exemple, au sein de l'équipe AG2R la mondiale, les entraîneurs ont planifié des programmes, tout simplement. Il y a un préparateur physique qui donne également des séances. Et voilà. Alors après, il y a aussi un suivi sur le plan psychologique, parce que l'objectif, c'est que les coureurs restent zen, qu'ils n'embergent pas trop, parce que la période est difficile. Les coureurs peuvent se poser des questions. Donc voilà, il y en a qui ont des contrats à renouveler. Donc la situation n'est pas forcément facile pour tous. Et on est là, nous, pour les soutenir, les entraîneurs, pour essayer d'assurer un suivi pour qu'ils maintiennent une petite condition physique, et nous, les DS, pour essayer de les rassurer
et leur donner les informations par rapport à une éventuelle reprise. Donc voilà un petit peu comment ça s'articule. Merci Cyril. Maxime, Vincent ou Nico, du côté de l'Excel, vous avez des choses à rajouter ou une anecdote durant ces semaines qui viennent de passer? Gardez le contact, j'imagine, avec vos troupes. Oui. Avec Vincent, c'est bon? Oui, avec Vincent, on fait pas mal de réunions un petit peu pour essayer de maintenir quand même un cap et une ligne directrice. Après, comme l'a dit Christelle et puis Julien, on essaye d'être prudent et puis d'accorder beaucoup d'aide au niveau psychologique. Et puis le mot d'ordre, c'est patience. Et après, comme pour les cours à l'EUSTAP, ce qui manque beaucoup, c'est le terrain et de se rencontrer de tous ensemble, quoi. Très bien. On fait un petit point sur le e-Grand Prix de Saint-Etienne. Jordan Labrosse, Thomas Salvatori, Jaco Hänninen, ça fait un beau podium pour l'instant. Labrosse, Salvatori, Hänninen. Sandy Dujardin est en 4e position et on voit que ça roule très très vite dans ce e-Grand Prix, quasiment aussi vite que si on était dans la montée du col de la Gâchée. Dominique Garde va nous parler du Pôle Espoir. Dominique, ancien professionnel qui avait brillé sur le Midi-Libre, 8 participations au Tour de France, 3 au Tour d'Italie, 2 au Tour d'Espagne. Dominique, bonjour. Vous aussi, ça a été compliqué ces semaines du côté du pôle de Saint-Etienne, du Pôle Espoir. Eh bien, déjà, bonjour à tous. Je remercie l'Excel de m'avoir convié à le Grand Prix de Saint-Etienne. Voilà, on reconnaît bien les routes. Hein, ça fait plaisir un petit peu de sortir de chez soi par l'intermédiaire de l'écran. Voilà, oui, en tant qu'ancien coureur, c'est sûr que c'est un petit peu difficile de voir un cyclisme aujourd'hui. Bon, pas le choix. Je pense qu'il faut que chacun joue le jeu au maximum. Et puis, les compétitions reviendront. Sur la route va pouvoir bientôt reprendre. Voilà, comme le disait Maxime ou Cyril par rapport à nous au niveau du pôle, avec Cédric Bonnefoy, on a envie de rester en contact avec nos jeunes coureurs. Bon, il faut rappeler qu'on fait partie des 4-5 associations qui forment le pôle espoir de la région Rhône-Alpes. Bon, la difficulté à venir va venir du fait pour l'année prochaine. C'est un peu comme pour l'ensemble des clubs, l'ensemble des comités. Ils doivent faire des sélections, tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu en attente. Voilà, c'est vrai que ce saison va être bien tronqué, mais ma foi, il faut que tout le monde garde un peu le courage, peut-être de progresser un peu, mais surtout de ne pas régresser. Et puis pour pouvoir se relancer pour l'année prochaine, et puis quand même préparer cette fin de saison où on espère que nos coureurs pourront participer à quelques épreuves. Très bien, merci. Merci Dominique. Avant de donner la parole à Jean-Yves Bonnefoy, le vice-président du conseil départemental de la Loire qui nous a rejoint, on va échanger avec Gilles et Jean-Yves Bonnefoy dans quelques instants. Je me tourne vers les deux Philippe. Est-ce que vous avez des infos à nous donner? Est-ce qu'il y a des féminines sur le circuit? Et je crois qu'il y a une deuxième vague qui est partie, Philippe. Alors, Philippe Pradier, Philippe Moitié, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Oui, a priori, il y a une deuxième vague qui est partie, là, Philippe Moitié. 15 participants. On a actuellement 79 coureurs sur les départs. On a Christelle qui demande si on a des féminines. On vous laisse regarder, Philippe. On revient vers vous dans quelques instants. Gilles, nous sommes avec Jean-Yves Bonnefoy, le vice-président du conseil départemental de la Loire chargé des sports. Bonjour, monsieur Bonnefoy. Partenariat depuis de nombreuses années avec l'Excel et puis également avec les clubs du comité de la Loire. C'est une très belle initiative aujourd'hui que nous vivons. Alors, bonjour à tous. Je l'ai dit pour la répétition, c'est une très très belle initiative. Moi, j'avoue qu'on a des conditions de fonctionnement actuellement au niveau du sport qui sont extrêmement difficiles. Effectivement, on n'a jamais connu ça, on n'a jamais connu des arrêts aussi brutaux. Et effectivement, les clubs
sont en train de se débrouiller pour trouver des solutions. Et là, franchement, c'est un petit bouquet de fleurs. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est une initiative intéressante. Ça permet, alors je ne sais pas au niveau du nombre de personnes qui suivent la course, si ça va. On est plus de 150. On est plus de 150, donc c'est très bien. Et moi, j'apprécie particulièrement le fait qu'on ait effectivement de nombreux jeunes qui rejoignent cette course sur des home trainers, parce que je crois, alors je fais un peu de home trainer ces jours parce qu'on est un petit peu comme tout le monde coincé à la maison. J'ai retrouvé un vieux truc à rouleau et il y avait une courroie de rechange que j'ai mis et j'ai testé ça. Franchement, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas l'air, on n'a pas les odeurs, on n'a pas le plaisir et c'est de l'effort pur. Donc moi, je tire mon chapeau à tous les sportifs qui pratiquent cette forme de sport à la maison et là, de faire une compétition et d'avoir cette montée du col de Lagachet, c'est vraiment quelque chose d'assez magique. Je pense qu'on ne se rend pas compte, quand on n'est pas un petit peu dans le milieu, de ce que ça peut représenter, de pouvoir avoir des home trainers connectés qui permettent d'avoir les difficultés d'ascension. Et ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir mettre tout ce petit monde ensemble et d'arriver à faire un classement. Non, franchement, bravo pour l'initiative. C'est quelque chose d'assez formidable à mon sens. Et Philippe, justement, vient de nous envoyer le classement. Philippe Moiti, peut-être nous parler de cette première vague, parce que moi, je n'ai pas eu l'info. Est-ce que ça a bougé du côté du classement? Alors, attendez. C'est Jordan Labrosse qui est toujours numéro 1. Thomas Salvatori deuxième. Le troisième, j'ai un peu de mal avec les noms scandinaves. Donc, Jaco Aninen est troisième, d'accord. Et après, suivi par Sandy Dujardin, Thibaut Gagnère, Cédric Richard, David Fouty, Romain Grégoire. Je continue. Luc Dury, Julien Flachon. On a Stéphane 1972, Esteban Miomandré Arabilé. Ça doit être notre coureur chilien. Et est-ce que vous avez des féminines pour répondre à Christelle? Je cherche. Il faut que j'en trouve une absolument. Alors, Nicolas, une petite précision pour les personnes qui regardent le live Facebook. Le classement annoncé par Monsieur Moiti et ce qui est affiché sur le live Facebook n'est pas exactement le même, mais les coureurs que nous suivons ne sont pas forcément dans la même vague que les premiers. Oui, puisqu'il y a ce qui veut expliquer qu'il y a des décalages entre l'image et le direct. Charlotte Berthelot qui est 44e, qui semble être la première féminine. J'en ai une autre troisième qui s'appelle Panda von Hell, avec un visage féminin. Donc j'imagine que c'est une fille, mais c'est un pseudo, donc je ne peux pas vous donner ce nom. On a Sarah Firmery qui est 46e. Voilà. Très bien. Nicolas qui a pris la parole il y a quelques instants. Est-ce que tu as des questions sur le Facebook Live à nous relayer? D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous suivent à poser des questions directement sur le site et nous essaierons d'y répondre. Est-ce que tu as, Nicolas, des questions qui reviennent de temps en temps? Actuellement, pas de questions, si ce n'est de savoir, de nous féliciter pour l'initiative. Beaucoup de coureurs, d'anciens Stéphanois, Xavier Brun, Silver Schultz, on avait Marc Flavien, les parents des coureurs. Et voilà, alors pas de questions, c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il y avait une possibilité d'une interaction, mais c'est possible. Camille Chancrin, voilà, parmi tous les anciens Stéphanois, voilà, des encouragements pour les coureurs et actuellement 150 personnes qui nous suivent sur ce live. Je reviens un instant vers Jean-Yves Bonnefoy pour évoquer également le vélo au sens plus général au niveau de votre département. Il y a beaucoup de projets, notamment de voies vertes, je crois, du côté de la Loire. Oui, on avait un plan vélo qui courait depuis 2013, donc 2013-2020, qui effectivement avait prévu le développement du vélo et principalement la Véloire. On a effectivement fait un certain nombre d'aménagements. Donc maintenant, on arrive de la Saône-et-Loire jusqu'à Roanne. L'étape suivante, c'est de rejoindre Balbigny. Donc là, on est
vraiment en véloroute voie verte, en voie verte, pardon, sur le trajet Roanne-Saint-Pierre-la-Noaille. Et après, on va être obligé de passer en voie partagée pour rejoindre donc Balbigny jusqu'à Montrond. Et après, à terme, l'idée, c'est d'aller jusqu'à Saint-Just-Saint-Rambert et après de rejoindre la Haute-Loire, le but étant de rejoindre la Via Rona. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a été commencé en 2013, qui se continue. On a investi jusqu'à présent à peu près 4,5 millions. Il nous en reste facile encore 3 à mettre largement. Donc, mais voilà, ça participe vraiment de l'idée de faire en sorte qu'on puisse profiter du fleuve Loire et à l'instar de ce qui était fait dans d'autres régions, notamment le long de certains canaux, de pouvoir profiter de cet espace et de cette facilité. On a, à mon sens, beaucoup de choses à développer autour du vélo dans la Loire, et je pense aussi au VTT, qui est là où on a un terrain de jeu assez formidable, qui est, à mon sens, insuffisamment exploité. On a une bonne partie sur le Pilat, on en a énormément aussi sur les Bois Noirs du côté de Noiré-Table, mais entre les deux, il y a encore plein de choses à faire et je pense qu'on a une vraie carte à jouer. On a le cyclisme sur route, bien entendu, et on a la chance, là aussi, franchement, je pense que c'est une chance d'avoir 2 clubs phares, donc l'Excel et le CR4C, et je pense qu'autour de ça, on a un certain nombre de choses à bâtir. Et peut-être que cette période un petit peu compliquée qu'on vit actuellement, qui est en train de modifier les habitudes, va aussi peut-être amener les gens à fonctionner un peu différemment et à utiliser un peu plus le vélo au quotidien pour les déplacements, pour plein de choses. Donc, j'ai vraiment un espoir par rapport à ça pour que les gens redécouvrent le plaisir de faire du vélo et de se déplacer avec pour plein d'occasions. On va rebondir peut-être avec Gilles, le président de l'Excel, parce que bien entendu, Monsieur Bonnefoy, les clubs sont importants et vous accompagnent dans cette démarche. Et puis Gilles, vous avez de beaux projets du côté de Saint-Étienne aussi. On a parlé du Grand Prix peut-être qui est candidat à la Coupe de France, mais vous avez aussi de gros projets dans les années à venir. Oui, pour rebondir déjà sur ce que disait Jean-Yves, là, déjà au niveau de la ville de Saint-Étienne, de la métropole de Saint-Étienne, il y a un plan vélo qui a été voté l'an passé et qui va se mettre en place sur les années futures. Là. Donc ça, c'est une chose importante. Hein. Et là, dans l'urgence, pour la période de déconfinement aussi, on a aussi un plan vélo d'urgence hein, où les voies normales vont être adaptées pour faciliter le déplacement en vélo. Hein. Donc, c'est toutes des initiatives très positives pour le vélo et l'Excel et le monde du cyclisme, hein, le pôle Vélocio, aussi vélo. On soutient ces initiatives et on est on sera un des partenaires forts pour aider au développement et l'aménagement de ces voies cyclables. Voilà, c'est la première chose. Et donc, il me semble que la question qui a été posée sur les projets, c'est vrai qu'il y a un projet dans les tiroirs, hein, un projet important pour le monde du vélo, le monde dans l'ensemble du vélo. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un projet qui est un petit peu en stand-by, mais on a un projet de vélodrome à Saint-Étienne. Hein. Donc ça serait un projet qui permettrait à nos jeunes coureurs de rouler l'hiver en toute sécurité, aux écoles, à monsieur tout le monde. C'est un projet qui aurait plein d'avantages. Bon, voilà, donc aujourd'hui, ça prend du retard, mais on garde ça sous le coude et on espère que ça verra le jour un jour. Christelle, en tant que présidente, j'imagine que tu ne peux que te satisfaire de ce que tu entends sur l'évolution dans la Loire. Alors, la Loire partait déjà d'un très bon niveau en termes de pratique dans toutes les disciplines du cyclisme, mais aussi sur l'événementiel. Mais c'est clair qu'on mesure une accélération. Donc, Gilles l'a mentionné, le projet de vélodrome sur l'agglomération de Saint-Étienne, avec un projet qui est très intéressant parce qu'il est vraiment porté par le monde sportif et en particulier par Patrick Billet et l'Excel. Sur l'expérience de tout ce qui a pu se passer et qui se passe encore sur le vélodrome Roger Rivière à Méance. Donc, d'autres projets aussi côté BMX avec la section sportive qui se développe, la création à la prochaine rentrée scolaire dans la Loire également d'une section sportive dans le VTT,
une candidature à une Coupe de France VTT, une candidature donc de l'Excel à une Coupe de France nationale à route. Voilà, les projets, effectivement, sont à la hauteur de l'investissement mentionné par Jean-Yves Fontenoy. Julien, du côté de la fédération, j'imagine qu'on profite de cette période également pour réfléchir à l'avenir avec de nouveaux formats d'épreuves, des solutions également à proposer aux instances au plus haut niveau. Oui, alors effectivement, face à l'urgence, compte tenu des contraintes qui sont mises en place, oui, on réfléchit à des nouveaux formats, mais on pense notamment à l'usage du contre-la-montre. On peut, par ce biais-là, respecter la distanciation sociale, mais en réalité, on a déjà mis en place ce plan de développement du contre-la-montre en France depuis déjà plus d'1 an. Des groupes de travail ont été mis en place pour justement essayer de proposer un plan de développement sur cette discipline-là. Mais effectivement, il va falloir être un petit peu créatif aussi dans les années à venir. Je crois qu'il faut vraiment saisir ce moment comme une opportunité. Et voilà, on a parlé du développement du vélo comme mobilité. Il y a beaucoup de villes en France qui vont appliquer ce qu'a dit Gilles, à savoir neutraliser des voies qui sont habituellement réservées aux voitures pour les réserver aux vélos. Et finalement, le souhait qu'on pourrait tous avoir, c'est que ça se pérennise dans le temps et que ces rues, que ces voies deviennent cyclables. Comme certaines, à une époque, sont devenues piétonnes, on peut souhaiter que celles-ci deviennent cyclables. Et puis, nous, effectivement, par rapport à la question, au niveau de la fédération, c'est de se reposer un petit peu la question de notre modèle et de voir s'il n'y a pas des choses à développer. On sait qu'il y a des disciplines qui commencent à voir le jour, qui arrivent en France. J'ai envie de citer ici le gravel, par exemple, qui est un mix entre le VTT, le cyclocross, la route. Moi, connaissant bien le département de la Loire, quand j'entends parler effectivement d'un terrain de jeu, je pense que la plaine du Forêt pourrait vraiment se prêter à ce type de pratique où on pourrait mixer et du chemin et de la route. En tous les cas, de développer des nouveaux supports, des nouveaux formats. Donc, je crois qu'il faut qu'on en profite pour faire travailler notre créativité là-dessus. Merci Julien pour ces informations. Alors, on va changer un petit peu de sujet. Juste le temps avec Philippe Pradier et Philippe Moiti de faire un point sur la course. Je crois qu'on est un peu moins de 20 km de l'arrivée. Et c'est toujours Thomas Salvatori, Jordan Labrosse qui sont devant. C'est bien ça, messieurs? Alors, Nicolas, je vais prendre là, j'ai les classements. Donc, effectivement, Jordan Labrosse, premier actuellement, 163 mètres derrière. Nous avons Thomas Salvatori. À 400 mètres derrière, nous avons Jaakko Hänninen, Sandy Dujardin à 1 km 100 derrière. Et ensuite, Flo Gang, qui est un pseudo. Thibaut Gagnard de l'Excel à 1 km 400 derrière. Et les coureurs sont à 18 km de l'arrivée à présent. Donc, je crois que d'après les vitesses qui étaient affichées sur mon écran, on avait pris la descente du col de la Gâchée. C'est bien ça. C'est ça. Les coureurs sont dans la descente du col après la Saint-Christophe. Très bien. Est-ce que tu as des questions qui sont revenues sur le Facebook Live Alors, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui viennent taquiner Maxime, qui demandent si un Stéphanois gagne, est-ce qu'il se rasera la barbe. On relaye beaucoup l'information sur le vélodrome, effectivement. Un vélodrome dans la Loire, ça ferait plaisir à beaucoup. Certains nous disent qu'ils n'ont pas d'entraîneur connecté, mais qu'ils sont devant la vidéo et qu'ils pédalent et qu'ils apprécient de revoir les paysages des routes ligériennes sous le soleil aujourd'hui, mais en réalité sous la pluie aujourd'hui. Voilà les interactions et les commentaires, et on est toujours 150 à regarder ce live. Et je vais rebondir sur ce que tu disais. Philippe Moiti, si on n'a pas d'entraîneur connecté, alors j'ai fait le test ce matin, j'ai même monté les 3 derniers kilomètres du Stelvio qui m'ont paru extrêmement faciles. On peut très bien mettre la vidéo et pédaler sur un vélo d'appartement ou sur un entraîneur, même si on n'est pas connecté. Voilà, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Le premier, si vous avez un entraîneur simplement mécanique, vous pouvez simplement utiliser le capteur vitesse-cadence que vous avez sur votre vélo. Donc, on va récupérer non pas les données du home trainer puisqu'il n'est pas connecté, mais simplement les données de vitesse-cadence de votre vélo et l'application. Si vous avez un home trainer avec 5 niveaux de résistance ou 15 niveaux de résistance, l'application va vous dire à quel moment il faut changer de niveau de résistance parce qu'on a calibré la plupart des home trainers de chez Tacx et Elite notamment.
Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si vous avez un vélo d'appartement, il suffit d'un capteur de cadence et vous pouvez prendre part à une course. Évidemment, les données seront moins fiables que les participants qui auront ce qu'on appelle un smart trainer, c'est-à-dire un home trainer connecté et motorisé. C'est bien, là, tu as pris la distance sur celui qui dessus. Allez. Et donc, le home trainer connecté, on récupère directement la puissance du cycliste. Donc là, c'est vraiment la donnée la plus essentielle. Et puis, on va changer automatiquement la résistance en fonction du dénivelé du parcours à l'endroit où le coureur est sur l'application, sur la route. Très bien, merci Philippe pour ces infos. On va saluer Aurélien Parépin, Geoffrey Bouchard qui nous suivent également, deux coureurs de la formation AG2R mondiale qui sont sur le live Facebook. Je vais me tourner vers tous les directeurs sportifs qui sont présents. Alors, on a Maxime, on a Vincent Terrier qu'on n'a pas encore entendu cet après-midi. Messieurs, quelques conseils pour les jours à venir. Alors, on parle bien entendu sous réserve. Le jour où nous allons être déconfinés, il ne va pas être question d'aller faire, on va dire, 3 séances de 6 heures sur la route. Il va falloir reprendre progressivement l'entraînement, non plus virtuel, mais réel. Qui veut nous donner quelques infos? Vincent, Maxime, Vincent. Dominique Garde, Cyril Dessel, Gilles, et puis même Julien du côté de la fédération. Oui, bonjour. Je m'excuse, je ne prenais pas la parole, mais j'étais en train de gérer le live sur Facebook. Ouais, effectivement, on va reprendre doucement. On s'est beaucoup entraîné sur le home trainer. Et il va falloir s'habituer à la nouvelle position dehors. J'ai quelques gens que je suis et qui ont déjà essayé d'aller rouler dans un rayon d'1 kilomètre parce qu'on est autorisé. Et ils m'ont dit que c'était très fatigant. Faut retrouver des sensations qu'on n'avait pas avant. Il va falloir être prudent. Là, on faisait des sessions qui duraient au grand max de 2 heures. Il y a des courageux qui allaient à 2h30. Voilà, il ne faut pas retourner faire des 4 heures, 4-5 heures tout de suite. On va y aller progressivement. Nicolas, Maxime ou Cyril, si vous avez quelque chose à rajouter sur cette période un peu de transition où tout le monde va avoir faim de kilomètres, mais où il va falloir se raisonner un petit peu. Oui, après, il faudra aménager, comme le disait Vincent, un petit peu l'envie de trop vouloir en faire, et puis après, se habituer à repédaler à l'extérieur, et puis après aussi avec toutes les logiques un petit peu de gestes barrières, on attend un petit peu les communiqués officiels pour savoir ce qui pourra être fait dans la réalité. Très bien. Philippe Pantanella, notre partenaire, j'imagine que vous avez hâte d'enfiler le maillot de l'Excel pour retrouver vos routes d'entraînement. Vous avez raison, c'est une des choses qui me manque le plus, c'est d'aller faire un petit tour en vélo. Et je viens de récupérer l'info qu'on avait le droit d'aller faire un petit tour autour de la maison dans un rayon d'1 kilomètre. Donc, si le temps est clément demain matin, je crois que je vais enfiler le cuissard. Très bien. Attention au kilomètre. Vous prenez bien votre attestation et restez bien à 1 kilomètre. Notre consultant du progrès, Jean-Pierre, est-ce que vous aussi, vous avez quelques questions à poser à nos invités? J'essaie de retrouver Jean-Pierre qui est là. On va activer son micro. Jean-Pierre, on est ensemble depuis maintenant quasiment 50 minutes. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés? Vous avez envie de vous… Non, ce n'est pas des sujets qu'on n'a pas abordés. Je trouve des directeurs sportifs très détendus par rapport au vrai Grand Prix de Saint-Étienne où derrière leur volant, là, il y a une autre pression. Par contre, je me répète un peu, je suis quand même impressionné du rendu et de voir en visu l'effort que nous proposent les Thibaut, les Sandy et compagnie, puisque Thibaut a même tombé le maillot de l'Excel tellement qu'il avait chaud. J'ai vu qu'il y avait un ventilateur. J'ai vu que Thomas Salvatori, lui, s'épongeait et tout. Donc, c'est vraiment un effort d'une extrême violence. Au niveau, après, effectivement, vous avez abordé là, entre professionnels de ce sport, la reprise, ce que sera la reprise. Ma question, c'est de dire au bout de combien de temps les gens retrouveront les réelles sensations qu'ils auraient eues à cette époque de l'année? Qui veut répondre, messieurs, ou Christelle, au niveau du comité? Je me tourne peut-être vers Vincent, Dominique. Oui, Dominique, là, j'aimerais bien… ça va être variable. En fait,
Le temps à parler. Vous avez plaisir à parler. Alors, Nicolas, je vais pour le coup, prendre la parole par rapport au petit point classement et puis petit point des participants. Alors, on nous le demande beaucoup sur la page Facebook, un point classement. Donc, toujours le même trio de tête. Jordan Labrosse, Thomas Salvatori 200 mètres derrière, Jacques Oninen, Sandy Dujardin à 4e. Et puis, on retrouve des noms connus puisque nous avons avec nous Jacob Descartes, qui est un junior chilien, qui a un beau palmarès. On a Aurélien Paré-Peintre, présent avec nous. On a aussi Clément Russo, qui actuellement est en 22e position. Julien Jordi, donc le directeur sportif des G2R, qui est aussi parmi nous. Et puis, quelle position, Julien Jordi? On veut savoir quelle position. Alors, Julien Jordi, actuellement, il est 26e. Hein, il a effectué, il lui reste 10 km, alors que l'homme de tête est à 1 km 400 de l'arrivée. Jordan Labrosse est 1 km 400 de l'arrivée. Et Julien Jordi est en 26e position. Clément Russo est 22e. Il est en forme alors. Julien est en forme. Qu'il est en forme, Julien Jordi, là, non? Voilà pour les noms que j'ai pu reconnaître tout au long du classement. Très bien, merci. Je reviens sur la question que posait notre consultant Jean-Pierre. Combien de semaines, combien de mois avant que les coureurs, les compétiteurs retrouvent le niveau de forme qu'ils auraient dû avoir à cette période de la saison? Ouais, ça va être variable en fait. D'un individu à un autre, ça va être variable. Je pense qu'ils vont revenir paradoxalement assez vite parce que malgré tout, le travail qu'ils ont fait sur Home Trainer, c'est un travail assez intensif, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, derrière, ils vont faire un volume, ils vont travailler pas mal d'endurance pour faire ce qu'ils n'ont pas pu faire justement les dernières semaines. Et je pense que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on va avoir des coureurs qui auront retrouvé un bon coup de pédale, qui auront une bonne condition physique. Après, de toute manière, il n'y a pas, entre guillemets, pas la peine de se précipiter, hein, même si les coureurs ont envie de prendre leur vélo et d'aller rouler sur la route. Donc, ils auront envie de faire des heures. Ce n'est pas utile de se précipiter parce qu'on a encore du temps. Hein. Dans le meilleur des cas, les premières courses seront début août. Ça veut dire qu'à partir du 11 mai, ils ont plus de 2 mois et demi sur la route pour peaufiner leurs conditions physiques avant, dans le meilleur des cas, les premières compétitions. Donc, il y aura le temps pour revenir. Et je pense qu'il faut justement trouver les bons équilibres pour ne pas revenir en forme trop tôt. Parce que si ça se passe bien, la saison elle peut durer assez tard dans le calendrier cette année. Et on va en profiter, merci Cyril, on va en profiter, Julien Tollet. Julien, on va rappeler que si tout va bien, le 11 mai, on pourra aller rouler en extérieur, mais il faudra le faire en solo. Oui, effectivement. Enfin, en tous les cas, on aura cette autorisation de pouvoir ressortir à l'extérieur. Alors, avec a priori le rayon des 100 km à respecter. Je pense à tous ceux qui voudront faire des très longues sorties. Alors, 100 km, le rayon d'action, il est quand même très, très important. Donc, pas d'inquiétude. Après, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir une autorisation de pouvoir pratiquer du coup à l'extérieur en étant maximum 10 personnes. Mais là, voilà, et ça reste à confirmer, vraiment à prendre avec des pincettes, mais avec de toute façon une distanciation sociale qui serait à minima de 10 mètres entre chaque coureur. Donc voilà, c'est tout le type d'informations qu'il faut absolument qu'on attende et qu'on reprécise dans les jours qui viennent, qui seront mises noir sur blanc. Mais voilà, effectivement, par rapport aux 2 mois qu'on vient de passer à pédaler sur les home trainers dans les garages, on va retrouver une vraie bouffée d'oxygène. Et je crois que c'est nécessaire pour simplement le moral. Alors là, on pense à nos compétiteurs, à nos coursiers qui rongent leurs freins. Et du coup, qui usent leurs pneus sur le home trainer. Mais du coup, là, voilà, on va pouvoir de nouveau retrouver les routes. Et avec certainement, comme l'ont dit tous les entraîneurs, les directeurs sportifs présents ici, c'est un petit temps de réadaptation nécessaire. Il faudra être très prudent sur les premières sorties parce que je pense aussi, moi, beaucoup à une perte de repères techniques. Voilà, on a plus ces notions d'équilibre sur l'home trainer puisque la roue, elle est fixée.
Du coup, il va quand même y avoir des repères à prendre, des repères liés au freinage, liés au pilotage du vélo. Comment on pense dans les descentes. Enfin, voilà, réapprendre à finalement en équilibre, quoi. Donc, 450 watts sur le 600 derniers mètres. Allez, une petite forme de délivrance. Allez, Thibaut. Je crois que c'est Thibaut qui a pas coupé son micro, qui est dans le final. Je crois qu'on a on a les premières arrivées, victoire de. On a le podium, et Thibaut, effectivement, il est dans le dernier kilomètre. Il lui reste 900 mètres à faire. Alors, classement qui, comme on a dit, n'a rien d'officiel. Hein. Donc, Jordan Labrosse, donc coureur junior de l'équipe de Cours-la-Ville. Mais je te laisserai en dire un petit peu plus sur ce coureur si tu en veux en plus. Donc, deuxième, Thomas Salvatori. Troisième, Yako Ninen. Sandy Dujardin, quatrième. Et puis, voilà pour les coureurs qui en ont terminé. Et puis, voilà, les autres coureurs sont les 10 premiers. Le 10e est actuellement à 3 km de l'arrivée. Voilà, avec un classement, bien évidemment, à prendre avec les pincettes. Peut-être que Vincent peut nous expliquer un petit peu comment, d'un point de vue technique, justement, ce rapport poids-puissance et watts développés sont calculés pour le classement. Oui, donc en fait, les logiciels d'entraînement, effectivement, sont basés sur les logiciels de simulation, sont simulés sur les watts kilos. Chaque coureur doit renseigner son poids, et selon la puissance qu'il développe, il va donc développer un ratio poids-puissance. Et selon ce poids, il va grimper plus ou moins vite dans les bosses. Donc c'est vrai qu'un coureur léger qui développerait beaucoup de puissance est avantagé dans les ascensions. C'est pour amener tout le monde un peu sur un rapport d'équilibre et d'équité sur les simulateurs. Très bien. Donc, Jordan Labrosse qui s'impose dans ce Grand Prix. On rappelle, bien entendu, que c'était là aussi un classement virtuel. Je vais me tourner vers Christelle. On parlait de Jordan Labrosse qui a réalisé le meilleur temps, coureur qui a brillé sur la route et sur le cyclocross. Ça tombe bien. J'imagine qu'il va y avoir également des pistes de réflexion pour associer route et cyclocross dans les prochains mois, parce qu'on annonce que la saison route serait rallongée, on va empiéter sur la saison cyclocross. Donc, on va avoir des week-ends bien chargés, Christelle, notamment au niveau du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, ça risque d'être un condensé de vélo. Tout d'abord, félicitations à Jordan. C'est un coureur junior deuxième année qui a eu une année junior première année assez compliquée à cause d'une chute. La deuxième année est aussi compliquée, mais bon, cette fois c'est pour tout le monde. Donc je me réjouis de la performance de Jordan, mais c'est effectivement, il faut tout relativiser avec le e-cycling. Le cyclocross, effectivement, on s'attend à une grosse saison. On sait que les organisateurs sont motivés, que les coureurs sont motivés. C'était déjà une discipline à tous les niveaux qui avait tous ces indicateurs ouverts, avec des progressions assez importantes. Donc, j'espère que économiquement et dans la motivation des bénévoles et des organisateurs, ce ne sera pas entamé, ce bel élan ne sera pas entamé. Et puis, on a pris une mesure au niveau du comité Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, notamment pour les jeunes, en repoussant de 3 semaines le début de la saison cyclocross. Donc, il n'y aura pas d'épreuve régionale du tout en septembre. Ça commencera le week-end du 3 et 4 octobre pour que les coureurs puissent aller se faire un peu la caisse, entre guillemets, sur quelques épreuves sur route en août et septembre. Très bien, Julien, ça peut être également une piste de réflexion pour amener de nouveaux participants sur les cyclocross, j'imagine. Ouais, certainement que compte tenu de la frustration qu'on accumule toutes ces semaines de confinement, vont peut-être pousser certains à se convertir au cyclocross. Donc, je crois que c'est une bonne chose pour la discipline qui effectivement se porte plutôt assez bien, parce que voilà, on est sur un format d'épreuve qui est aussi intéressant, relativement court, avec une unité lieu où finalement le spectacle est aussi intéressant pour les spectateurs. Donc, oui, certainement qu'on va avoir des coureurs qui, à l'issue de la petite saison route qu'on peut espérer avoir en août, septembre, octobre, vont peut-être enchaîner avec une saison de cyclocross. Donc, on peut imaginer peut-être des nouveaux pratiquants sur le cyclocross cet hiver.
Très bien. Je me tourne vers Philippe Pradier, vers Nicolas. Je vois des coureurs qui ont terminé. Si on peut avoir leurs sensations, leurs impressions dans quelques instants, les laisser un petit peu récupérer. Je vois Thomas Salvatori à l'écran, Sandy Dujardin, peut-être avoir, on parlait de cyclocross, Sandy a porté le maillot de l'équipe de France en cyclocross, peut-être avoir sa réaction sur ce e-Grand Prix de Saint-Étienne-Loire. Je pense que oui, on peut effectivement donner la parole à Sandy. Voilà, il y a une trentaine de coureurs qui ont terminé à présent. À noter aussi que l'épreuve a été rediffusée au Chili, sur le site Cyclismo Aldia, voilà, site chilien. J'imagine que M. Bonnefoy doit être satisfait que nos amis chiliens aient pu voir le col de l'Agaché. M. Bonnefoy. Alors, c'est une très bonne nouvelle et franchement, j'espère que ça donnera envie à de nombreux Chiliens, dans quelques temps, bien entendu, de pouvoir venir un petit peu dans le Stéphanois. Moi, simplement, si je peux rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Julien Tollet, pardon, est-ce que je écorche son nom, sur cette nouvelle pratique potentielle Monsieur Tollet, voilà, qui serait possible dans le département de la Loire et notamment dans le Forez. Ça m'intéresse beaucoup. Très bien, on vous mettra en contact avec Julien. Sandy, est-ce que tu nous entends du côté de ton homme traîneur pour nous parler un petit peu de ce e-Grand Prix de Saint-Étienne-Loire? Oui, je vous entends, ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'est la première fois que je fais une course sur Kinomap et franchement, c'est vraiment top de pouvoir rouler sur le Grand Prix de Saint-Étienne parce que on connaît les routes et puis voilà. T'as retrouvé les sensations du col de l'Agaché? Ouais, je les ai retrouvées. Ouais, c'était assez dur, mais après j'étais tout seul, donc c'est pas pareil qu'en course, mais on voit même les petits prénoms à droite et on voit combien ils sont devant. Du coup, ça donne toujours envie d'aller les chercher et pas se faire attraper. Ouais, c'est ce qu'on disait quand on a préparé cette émission. On se prend vraiment vite au jeu. Ouais, c'est sûr. De toute façon, quand on dit le mot course, on fait la course, quoi. On fait pas. Comment tu vis cette période de confinement? J'imagine que tu as hâte de raccrocher un dossard. Ouais, j'ai hâte, parce que comme tout le monde, je pense, mais après, de faire du home trainer, ça me dérange pas trop non plus, parce que je m'entraîne tous les jours avec la même personne, avec Anthony Turgis. Du coup, on s'appelle tous les jours au téléphone et ça passe beaucoup plus vite les entraînements que si j'étais tout seul dans mon coin à rouler, quoi. Très bien, merci. On te laisse récupérer. Merci Sandy. Et on se tourne vers Philippe Pradier, Philippe Moiti. Alors, j'ai parlé, je crois, de Chili, mais je crois qu'il y a eu aussi un coureur, Philippe Pradier va me le confirmer, un coureur de Nouvelle-Zélande, je crois, qui était avec nous. Alors, j'ai pas eu avoir la confirmation pour être honnête, mais on avait invité effectivement un coureur junior de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande. Après, avec le décalage horaire, j'ai pas eu la confirmation. On pourra voir, on va dire, quand on regardera le classement général. Après, on avait également donc du coup la Finlande de représenter avec Jaakko Hänninen, donc professionnel chez AG2R La Mondiale, qui est issu de l'Excel. Donc effectivement, on est allé un petit peu plus loin que le département de la Loire et même que l'Europe. Ouais. Très bien. Gilles, le président, ça fait 1h15 que nous sommes ensemble. On va tirer un premier bilan. La première vague est arrivée. Satisfait de ce e-Grand Prix? Oui, satisfait. Je pense qu'il y a une bonne participation, une bonne audience aussi. Et puis justement, je voudrais en profiter pour faire un clin d'œil aux jeunes de l'Excel, à savoir que l'Excel, il y a une équipe N National 1 de bon niveau, mais derrière, on a environ 80 gamins de moins de 18 ans, d'école de vélo jusqu'à junior, voire même espoir. Et tous ces gamins, justement, pendant cette période de confinement, on ne les a pas laissés chez eux tout seuls, on les a suivis, leurs éducateurs, entraîneurs respectifs, les ont suivis, on leur a envoyé des programmes d'entraînement, des entraînements. Et de plus, ils se sont même entraînés sur le circuit, là, avec Patrick Billet. Et donc, je pense qu'ils nous suivent là aujourd'hui. Et je voulais leur faire un petit clin d'œil. Et puis voilà, c'est aussi un petit peu la force de l'Excel, d'avoir une équipe de haut niveau, mais aussi derrière, d'avoir toute cette école de formation qui est très importante pour nous. Nicolas, est-ce que tu as des questions sur le Facebook? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner?
On va remettre le micro. Avec le micro, c'est plus facile. Alors des chiffres, on a toujours une 150 personnes qui nous ont suivis tout au long de l'après-midi. Beaucoup nous félicitent pour cette initiative. Et quant à la course, actuellement, nous avons, alors que je retrouve. On a actuellement une cinquantaine de personnes qui ont terminé. Est-ce que Julien Jordi est arrivé? C'est la question de Cyril Dessel. C'est l'interrogation de Cyril Dessel. Alors, est-ce que Julien Jordi est arrivé? Alors, à noter que le premier temps, le vainqueur Jordan Labrosse a donc terminé le parcours en 47 minutes et 46 secondes. Est-ce que Julien Jordi est arrivé? Pour moi, pas encore, non. Non, a priori, pas encore. En tout cas, il est bien plus loin que le top 20. Je pense qu'il est parti dans le deuxième. Il est en balance. On ne sait pas si on va le sélectionner sur les prochaines. Je crois qu'il est parti dans le deuxième sas, donc en fait, on ne l'a pas dans le classement tout de suite. Il sera dans le classement consolidé. Alors, tout à l'heure, on parlait du Chili. Donc, le coureur chilien Jacob Descartes a terminé 17e, ce qui est pas mal pour un junior également. Ouais. Très bien. On a des beaux temps, 47 minutes. Par rapport c'est le temps je ne connais pas exactement le circuit, mais c'était les temps que vous attendiez pour les tout premiers? Oui, on va dire que les temps ont été améliorés quand même de bien 5-8 minutes par rapport aux entraînements qui ont eu lieu dans la semaine. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure, on va dire il y a une émulation parce que même si on ne voit pas physiquement les coureurs, il y a des petits avatars qui avancent. Et on veut pas se laisser lâcher. Et forcément, on se prend au jeu. Oui. À noter également, oui, là j'ai le classement sous les yeux. Donc Aurélien Paré-Pindre, également de la G2R mondiale, et qui est arrivé 15e. Mais bon, comme on le disait tout à l'heure, il faut relativiser ses performances. On a une diversité de matériel, très importante entre les smart trainers, les vélos avec des capteurs de puissance, etc. Donc, ce qui nous importait, nous, c'est d'avoir la participation et de passer ce qu'on vient de faire, un beau moment de cyclisme. Et c'est vraiment ça l'important au-delà des performances. Je me tourne vers les DS, vers Dominique Garde, si ça peut être un motif de recrutement, ce genre d'initiative. Je prends l'exemple du coureur chilien que vous ne connaissez pas du tout. Quand même. Je pense qu'il faut quand même voir un petit peu ce qui se passe sur la route. Pour rebondir tout à l'heure, la question était quand on va reprendre la route, il faut même bien dire aux jeunes surtout, c'est qu'on n'a encore pas les dates réelles de la reprise de la compétition. Donc, on va quand même encore avoir un gros laps de temps pour retravailler avant les premières fois. Et je pense que ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est au 2 mai, les courses risquent de rendre peut-être en septembre. Donc, ça veut dire qu'on est encore qu'au mois d'octobre quand on rentre en février. Donc, je pense que tout le monde doit prendre son temps, refaire les choses les unes les autres, pas sauter des étapes. Sinon, on risque après d'avoir quelques petits soucis avec certains, voire que je pense qu'il faut, en tant qu'entraîneur, donner la prudence sur ce qu'on fait et puis un petit peu de réflexion aussi avant de le faire. Et pas de se relancer comme des fous dès le 15 mai, où là, on risquerait de décevoir beaucoup de jeunes. Voilà, mais quant au recrutement, écoutez, si on ne peut pas regrouper tout le monde, on sera obligé de faire un petit peu sur dossier. Donc, bon, c'est un peu dommage. Il faut voir aussi comment la période scolaire finit le courant du mois de juin. Et puis, en fonction de ça, on pourra peut-être mettre sur place une petite détection. Très bien. Ça fait 1h15 que nous sommes ensemble. Peut-être faire un tour de table pour compléter cette belle initiative. Christelle et Julien, au niveau du comité Auvergne-Rhône-Alpes et de la Fédération française de cyclisme, on va rappeler la date importante qui est tombée aujourd'hui. On part pour le 1er août, c'est bien ça? Sous réserve, bien entendu, de la suite des événements. Christelle, Julien? Donc, dès ce soir, on retravaille au niveau du comité régional à avoir des épreuves en août. Après, effectivement, on s'adaptera si jamais la situation sanitaire ne s'est pas améliorée. Mais pour l'instant, les épreuves qui sont interdites aussi bien par le ministère que la fédération vont jusqu'au 31 juillet. Et puis, merci vraiment Alexel pour cette
c'est pas le vélo qu'on aime, où on retrouve les copains, etc., etc. Mais c'est vraiment sympa d'avoir des nouvelles de tout le monde finalement en les voyant pédaler également. Et puis en ce qui concerne la reprise en vélo en pratique individuelle à partir du 11 mai, je crois que tout a été dit, sauf peut-être un point. Méfiez-vous également au niveau sécurité des automobilistes. Ça fera plus de 2 mois qu'ils n'auront pas vu de vélo sur la route. Donc, attention également à ce que tout le monde reprenne les bons réflexes. Et en ce sens, il y a des aménagements spécifiques qui sont faits notamment par la ville de Saint-Étienne et le conseil départemental de la Loire. C'est une bonne chose pour la sécurité de nos coureurs également au moment de la reprise. Merci Christelle de ta présence. Julien, un mot pour compléter ce que disait Christelle. Donc, on espère se donner rendez-vous pour les premières épreuves début août. Oui, voilà, je crois que c'est l'horizon qu'il faut se fixer pour l'instant, mais effectivement, attendre. Moi, ce que je dirais, c'est surtout voilà, se fier uniquement aux communiqués qui viennent des canaux officiels et en tous les cas, être très, très prudent sur tout ce qui peut être diffusé. On pense notamment aux réseaux sociaux parce qu'il y a parfois un peu de désinformation. Donc, voilà, il faut simplement se fier à ce que nous dit notre ministère des Sports, ce que nous dit notre fédération. Voilà, et puis simplement, je remercie l'Excel d'avoir mis sur pied ce petit Grand Prix virtuel. En tous les cas, c'est une information que moi j'ai relayée au niveau de la fédération. Le président Michel Callot est informé de l'initiative et finalement, on peut le voir un petit peu comme un laboratoire d'essai. Peut-être que ça va faire des émules et que dans les semaines qui viennent, d'autres vont aussi proposer leur parcours parce qu'il y a plein de Grands Prix élites comme ça partout en France et du coup peut-être que ça va donner l'idée à certains, voir s'il y aura une suite, on ne le sait pas, mais en tous les cas, belle initiative et merci de votre invitation. Et merci pour ta présence Julien tout au long de l'après-midi. Monsieur Bonnefoy, merci également d'avoir représenté le conseil départemental de la Loire aux côtés de l'Excel. Écoutez, c'était un plaisir. C'est vrai que j'aurais préféré les rencontrer comme d'habitude sur le bord de la route avec des petits moments conviviaux à la suite. Mais bon, on va faire comme ça. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que l'initiative est à mon sens très très bonne et c'est vrai que ça peut donner effectivement l'envie de faire plus pour d'autres. Et puis, je voudrais souligner l'adaptabilité des clubs de sport. On a des conditions effectivement qu'on n'a jamais vues et on se rend compte que chacun fait preuve de beaucoup d'initiatives, de beaucoup d'innovations et ça c'est un vrai plus. C'est dans ces moments-là où on se rend compte que la passion du sport peut quand même permettre aussi de franchir un certain nombre de difficultés. En tout cas, bravo pour cette belle initiative. Et puis, s'il y en a un autre qui vient peut-être de l'extérieur, il faudra nous faire signe pour qu'on puisse à nouveau participer. On va finir avec Gilles, le président de l'Excel. Gilles, on va prendre le pari de se donner rendez-vous pour le Grand Prix de Saint-Étienne-Loire en 2021, de se faire un direct, mais tous les uns à côté des autres sur un plateau, par exemple, du côté de la ligne d'arrivée. Oui, déjà, voilà, donc pour résumer, l'Excel a vraiment été très, très heureux d'avoir organisé cet événement et je remercie tous les personnes qui ont bien voulu participer à cette table ronde. Hein. Et puis, je vous donne rendez-vous l'an prochain. Et là, j'espère en réel, comme l'a dit Jean-Yves, hein, et qu'on pourra partager un moment ensemble et se rencontrer à l'issue de ce Grand Prix. Hein. Et on espère donc qu'on sera retenu pour la manche de Coupe de France. Philippe, pour la communication, on va clôturer avec toi puisque tu étais également à l'initiative de ce Grand Prix. Je vais te remercier toute l'équipe de l'Excel également de m'avoir fait confiance. J'imagine satisfait de l'après-midi. Oui, finalement, ça s'est bien passé. On s'est bien retrouvés, on va dire, autour du vélo pour passer un bon moment et c'était bien là le principal. Je voudrais aussi remercier, on va dire, les gens qui ont été autour de moi et qu'on n'a pas forcément vu. On va dire Denis Villemagne et Jacques Le Breton également, coureur, on va dire, qui m'a bien aidé sur le sujet, donc ainsi que Vincent Terrier et Nicolas Moulard. Donc, on va dire, en très, très peu de temps, on a eu les idées au fil de l'eau et on a construit, on va dire, quelque chose, on va dire, que les gens ont trouvé assez sympathique, j'espère, en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Je vais proposer à Vincent de couper le live Facebook. Merci de nous avoir suivis durant quasiment 1h30 pour ce Grand Prix de Saint-Étienne-Loire. Et comme le disait Christelle et tous nos intervenants, à très vite sur le bord des routes pour retrouver le vélo qu'on aime.